Depuis toujours, l'humanité lève les yeux vers le ciel avec une question qui traverse les âges, sommes-nous seuls dans l'univers ? L'univers est en expansion constante, un océan infini composé de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, elles-mêmes entourées de planètes encore largement inconnues. À une échelle aussi vertigineuse où les distances dépassent l'imagination humaine, l'idée que la Terre soit le seul foyer de la vie semble impossible. Depuis plusieurs décennies, des témoignages venus du monde entier décrivent des rencontres troublantes avec des entités inconnues. Des observations isolées, mais parfois étonnamment similaires, qui évoquent non pas une seule forme de vie, mais plusieurs types de créatures, chacune avec ses propres caractéristiques. Certaines sont devenues emblématiques, d'autres beaucoup plus discrètes, voire méconnues, mais toutes ont un point commun, elles ont été décrites par des témoins dans des contextes très différents, sans toujours pouvoir être expliquées. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 5 races extraterrestres fascinantes, rapportées par des témoignages que j'ai pu lire dans des livres dédiés et sur Internet. Nous allons plus précisément nous intéresser à leurs caractéristiques physiques, comportementales, technologiques, ainsi que les lieux et les moments où ces créatures ont pu être observées. Mais avant de vous en dire plus, petit générique. Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons non pas parler de paranormal, mais d'ufologie. Il s'agit de l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, autrement dit des ovnis. Mais l'ufologie inclut aussi les êtres liés à ces phénomènes dans le ciel. On ne parle donc pas seulement des vaisseaux, mais aussi de leurs occupants. Au fil des décennies, une figure s'est progressivement imposée dans l'esprit collectif jusqu'à devenir aujourd'hui l'une des représentations les plus connues du phénomène extraterrestre. On la retrouve aussi bien dans les témoignages que dans la culture populaire, notamment au cinéma, où elle s'est largement diffusée à partir des années 1970. Cette popularité s'explique en grande partie par un événement marquant survenu en 1961, lorsque le témoignage de Betty et Barney Hill a été rendu public. Leur récit, largement médiatisé à l'époque, a introduit une description très précise d'êtres humanoïdes à la tête disproportionnée et aux grands yeux noirs. Ce modèle a ensuite été repris, amplifié et popularisé par les livres, les émissions télévisées et plus tard par le cinéma. T'inquiète, c'est bon, tout est sous contrôle. Depuis, cette représentation s'est ancrée durablement dans l'imaginaire collectif au point de devenir presque un standard lorsque l'on évoque des extraterrestres. Vous l'aurez compris, il s'agit des gris. Les témoins décrivent le plus souvent 2 types d'individus. Les premiers, appelés petits gris, sont de petite taille mesurant entre 1 mètre et 1 mètre 30. Tandis que les seconds, appelés grands gris, peuvent atteindre jusqu'à 1,80 m avec une présence jugée plus marquée et hostile. Sam. I promise. I won't tell him anything. L'apparence des gris présente plusieurs caractéristiques très reconnaissables, comme une tête particulièrement développée par rapport au reste du corps, avec un crâne arrondi, parfois légèrement allongé vers l'arrière, ce qui accentue davantage l'impression de disproportion. Les yeux sont décrits comme grands, noirs, en forme d'amande, et occupent une grande partie du visage sans que l'on puisse distinguer de pupilles. Ils présentent un nez qui se limite généralement à 2 petits orifices, une bouche fine, sans lèvres apparentes et l'absence d'oreilles, ce qui soulève des questions sur leur capacité d'audition. La peau est décrite comme lisse, sans pilosité, de couleur grisâtre avec parfois des nuances de beige selon les observations. Le corps est mince, avec des membres fins et des bras relativement longs par rapport au reste du corps.
Les mains comportent le plus souvent 3 ou 4 doigts allongés. Dans certains cas, les témoins évoquent une tenue très ajustée, difficile à différencier de la peau. Les récits décrivent des êtres calmes dont les mouvements sont précis et maîtrisés sans qu'il n'y ait aucune hésitation de leur part. Ils sont souvent observés en groupe et semblent agir de manière coordonnée comme s'ils suivaient un déroulement précis. Certains témoignages suggèrent une forme de hiérarchie entre les individus. Les plus petits semblent effectuer des actions concrètes comme manipuler des objets ou intervenir directement tandis que les plus grands restent en retrait et adoptent une posture davantage tournée vers l'observation, semblant diriger ou donner des ordres aux petits gris. La communication est décrite comme non verbale. Plusieurs témoins évoquent plutôt une forme de transmission directe d'informations perçues comme des pensées ou des impressions sans qu'aucun son ne soit entendu. Dans ce cas précis, on parle plutôt de télépathie. Ce qui est très cohérent quand on sait que cette race est décrite comme n'ayant pas d'oreilles et comme la nature dans toute sa splendeur est bien faite, chaque être qui est dépourvu d'une caractéristique physique développe des mécanismes compensatoires lui permettant de pouvoir vivre sans. Et c'est pareil pour nous les humains. Ici, en l'occurrence, si la créature en question ne peut passer par l'audition pour communiquer comme nous le faisons nous les êtres humains, elle peut utiliser une toute autre forme de communication qui passe par la pensée. Dans certains cas, et plus précisément les cas d'abduction, définis comme étant des enlèvements extraterrestres, les personnes rapportent avoir été incapables de bouger pendant l'observation tout en restant pleinement conscientes de ce qui se passait. Un peu comme une paralysie du sommeil, mais en pire. Les vaisseaux associés à ces entités sont le plus souvent décrits comme discoïdaux ou ovales. Dans plusieurs récits, notamment celui de Betty et Barney Hill en 1961, l'objet est décrit comme un disque aplati dont la structure semble organisée en plusieurs niveaux superposés avec, sur le pourtour, une série d'ouvertures ou de zones lumineuses disposées de façon régulière. La surface extérieure est généralement perçue comme parfaitement lisse, sans rivets, ni éléments mécaniques visibles, avec un aspect métallique difficile à qualifier. Certains témoins mentionnent également la présence d'une partie supérieure légèrement surélevée, formant une sorte de coupole au centre de l'engin. L'accès à l'intérieur se ferait par une ouverture intégrée à la structure, comparable à une trappe qui semble s'ouvrir sans mécanisme visible, tandis que l'ensemble de l'objet ne présente aucun élément technique identifiable, comme un moteur, une tuyère ou des ailes. À l'intérieur, les descriptions évoquent un espace épuré, composé de surfaces lisses et courbes, baignées dans une lumière diffuse et uniforme qui ne semble provenir d'aucune source identifiable. Ces vaisseaux peuvent rester immobiles dans les airs avant de se déplacer très rapidement sans bruit ou avec un léger bourdonnement. Certains mentionnent également des dispositifs capables d'immobiliser une personne ou des faisceaux lumineux permettant de déplacer un individu sans contact physique. Vous imaginez bien à quel point il doit être très effrayant d'être exposé à ce type de technologie qui dépasse notre compréhension. Ces observations ont été rapportées dans plusieurs pays. En 1975, en Arizona, un homme déclare avoir été confronté à des êtres similaires après l'apparition d'un engin dans une zone forestière. En 1994, au Zimbabwe, plusieurs enfants décrivent de petits êtres aux grands yeux noirs près d'un objet posé à proximité de leur école en pleine journée. Well, I was running and playing, and then I saw this maroon color in the sky. Why don't we follow it? We saw this like a silver thing down there. It was a silver oval thing that flew past really slowly. I saw the bigger one and a spaceship, like 4 or 5 of them. It was red, green and yellow. There was this big ship. It had these lights, these patterns, and it flew. I thought, no, it's not a UFO. And then I looked carefully at it, and I thought maybe. We saw him standing by the silver thing, and he had big eyes. He had a big head and big black eyes and was dressed in a black bodysuit. They were wearing pure black. And I came down and I saw the funny man with his eyes here, and I saw a spaceship, and there were a few little ones around it. How far away were you when you saw him? Not very far, about a meter away. A meter away, that close? Yes. Bigger. It was about as big as a grade 6.
Les observations ont lieu le plus souvent de nuit, au crépuscule ou tôt le matin et se produisent généralement dans des environnements calmes comme des zones rurales, des routes isolées ou des espaces peu fréquentés. Passons à présent à une race extraterrestre très différente qui n'a pas de nom officiel reconnu. Contrairement au gris, cette espèce est plutôt classée dans des catégories descriptives plutôt que sous un nom précis. J'ai nommé les petits humanoïdes. Les témoins parlent généralement de petits êtres ressemblant aux humains, mesurant environ 1 mètre à 1,10 m. Leur silhouette est décrite comme robuste, avec des épaules relativement larges par rapport à leur taille. Ils portent une combinaison moulante dont la matière ressemble à du plastique ou du caoutchouc. Elle est souvent décrite comme étant de couleur gris foncé ou gris mat et semble former un ensemble complet comprenant la combinaison, les gants, les bottes et un casque de scaphandre. Ce casque possède une visière, mais dans la plupart des cas, les témoins disent ne pas distinguer clairement le visage. Dans un témoignage du 10 septembre 1954 rapporté par un certain Marius de Wilde, le témoin affirme cependant avoir aperçu les traits du visage à travers la visière. Ce qui s'est passé, j'ai eu 2 hommes, je vous dis, deux êtres. Alors c'est là que je pensais... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près, quoi, 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Pas moins haut que la barricade. Alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Et puis ça, vous voyez, c'est là qu'il marche. Il parle d'un visage très humain, avec des pommettes marquées, des cheveux noirs, des sourcils foncés, une peau légèrement brune et des traits qu'il associe à un aspect asiatique. Les récits décrivent des êtres calmes et concentrés sur leurs actions qui semblent évoluer près de leur appareil comme s'ils inspectaient les lieux ou réalisaient une tâche précise. Dans certains cas, les témoins disent avoir entendu comme des échanges verbaux entre ces êtres, mais les sons perçus ne correspondent à aucune langue identifiable. Marius de Wilde a rapporté également avoir été immobilisé pendant l'observation, comme s'il était temporairement paralysé avant de pouvoir à nouveau bouger après le départ des petits êtres et de leur vaisseau. Le vaisseau en question est décrit comme étant de forme ovale ou discoïdale. Dans les témoignages, les dimensions de l'appareil sont estimées entre 2 et 6 mètres de long pour environ 3 mètres de haut. L'objet est parfois décrit avec une coupole et plusieurs hublots et un accès à l'intérieur semblant se faire par une trappe. Au moment du départ, l'engin est décrit comme s'élevant verticalement puis accélérant rapidement avant de disparaître. Les témoignages mentionnent aussi un sifflement ou un dégagement de vapeur lors du décollage de l'appareil, laissant derrière lui des traces au sol à l'endroit où il s'était posé. Comme pour la race précédente, des observations similaires ont été rapportées dans plusieurs pays. En France, pendant la vague d'observation de 1954, un témoin affirme avoir vu un petit humanoïde près d'un engin posé à la Voue dans la Vienne. La même année, en Italie, en Toscane, un agriculteur déclare avoir observé 2 petits êtres près d'un appareil posé dans un champ. Un autre cas connu se produit en 1965 à Valençol, dans le sud de la France, où un agriculteur affirme avoir assisté à la même chose dans un champ de lavande. Dans ces différents récits, les rencontres ont généralement lieu en soirée, la nuit ou très tôt le matin dans des zones encore une fois rurales ou peu habitées. Il existe une autre catégorie d'entités extraterrestres souvent mentionnée dans les témoignages, mais cette fois avec une particularité assez marquante puisque leur apparence est décrite comme très proche de celle des êtres humains. Ces êtres sont généralement appelés les Vénusiens, en référence à la planète de Vénus dont ils seraient originaires. Les témoins décrivent des êtres de taille humaine, généralement entre 1,70 m et 1,90 m. Leur apparence est souvent décrite comme très similaire à celle d'un être humain, avec toutefois certaines particularités qui leur sont propres. Ils possèdent un visage harmonieux, des traits réguliers et une peau claire décrite comme très lisse et légèrement lumineuse. Les cheveux sont généralement blonds très clairs, les yeux bleus, leur silhouette est élancée et proportionnée avec une posture droite et une présence jugée apaisante. Ces êtres portent des vêtements qui ressemblent à des combinaisons, mais dans d'autres cas, ils portent des tenues plus proches des vêtements classiques, bien que souvent uniformes et sans détails apparents. Ils sont décrits comme des êtres calmes, posés et perçus comme bienveillants.
Contrairement à d'autres types d'entités, les témoins rapportent généralement une absence totale d'agressivité et même une sensation de confiance ou de sérénité en leur présence. Les interactions semblent plus directes et dans certains cas, les témoins affirment avoir pu échanger avec eux soit verbalement, soit par communication mentale. Dans plusieurs témoignages, ces êtres chercheraient à transmettre des messages souvent liés au comportement humain, à la planète ou à des préoccupations globales. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement au gris, ici les témoins parlent souvent d'un contact plus accessible, presque humain. Les objets associés à ces entités sont souvent décrits comme particulièrement lumineux. Dans plusieurs récits, notamment ceux de George Adamski dans les années 1950, l'engin est décrit comme une structure en forme de disque surmontée d'une partie centrale légèrement relevée, comparable à un dôme. Sous l'appareil, certains témoins évoquent la présence de 3 éléments sphériques disposés de manière symétrique qui semblent soutenir l'ensemble lorsqu'il est posé au sol. Le contour de l'objet présenterait différents détails circulaires ou motifs réguliers avec une apparence métallique qui reflète ou émet la lumière. Aucun système de propulsion visible n'est mentionné et l'objet ne présente ni aile, ni ouverture, ni autre élément mécanique connu. Dans certains cas, les témoins indiquent que l'engin semble baigner dans une lumière douce et diffuse plutôt que d'être éclairé par des sources distinctes. Lorsqu'un accès à l'intérieur est observé, il est décrit comme une ouverture qui apparaît sans mécanisme visible, comme si la structure se modifiait directement. Les descriptions de l'intérieur restent limitées, mais évoquent un espace clair, peu chargé en éléments, avec une lumière uniforme. Ces objets sont généralement associés à des déplacements silencieux, avec la capacité de rester immobiles, puis de s'éloigner très rapidement, sans transition visible. George, when was the first time that you were invited to be a guest in a flying saucer? Well, I don't remember exactly the date, but it was the second time I met this man. See, I met him on... the one we talked about last time. That's correct. And he took me out to what they call the mothership, which is the long one. And then I observed everything in there as much as I could. And there's a panel job in the ship, what we call where the pilots sit. They don't have the same kind of controls we have. Parlons à présent d'une autre race extraterrestre liée à ce que l'on appelle aujourd'hui l'affaire Humo. Cette affaire débute dans les années 1960, principalement en Espagne, lorsque plusieurs personnes affirment avoir reçu des lettres provenant d'individus se présentant comme originaires d'une planète appelée Humo. Ces courriers contiennent des informations détaillées et très techniques sur leur société, accompagnées de schémas et d'explications sur différents sujets d'ordre scientifique et organisationnel. Le phénomène s'est ensuite étendu à d'autres pays, notamment la France, où plusieurs destinataires ont également affirmé avoir reçu ce type de correspondance. Ce qui rend cette affaire particulièrement singulière, c'est qu'elle repose essentiellement sur des documents écrits et non pas sur des observations. Ces êtres, dont nous parlons depuis tout à l'heure, sont appelés les Humites, en référence à une supposée origine provenant d'une planète nommée Humo. Les descriptions attribuées aux Humites dans les lettres évoquent des êtres ayant une apparence très proche de celle des êtres humains. Ils sont décrits comme de taille comparable à la nôtre, avec une morphologie humaine classique sans disproportion. Certains documents mentionnent des vêtements uniformes ainsi que la présence d'un symbole distinctif associé à leur origine. Avec une apparence physique aussi semblable à la nôtre, ils pourraient très facilement se dissimuler parmi nous sans que l'on ne s'en rende compte. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Comme pour leur aspect physique, les informations concernant leur comportement proviennent principalement des lettres qui leur sont attribuées. Ces textes présentent les Humites comme cherchant à observer et à comprendre la société humaine tout en transmettant des informations d'ordre scientifique, sociologique ou philosophique. Il n'existe pas de récit détaillé et répété d'interaction directe avec ces êtres, contrairement à d'autres catégories d'entités décrites dans l'ufologie, comme évoqué précédemment. Sur le plan technologique et scientifique, les textes évoquent des connaissances avancées dans différents domaines qui dépasseraient celles de l'humanité, notamment dans leur compréhension de la structure de l'espace et des modes de déplacement qui n'utilisent pas de propulsion classique.
Elles évoquent également une vision avancée du fonctionnement du cerveau et une organisation sociale fondée sur des principes logiques. À l'heure actuelle, aucun témoignage ne permet de décrire de manière concrète l'apparence d'un vaisseau quelconque associé à ces êtres venus d'ailleurs. Donc ces documents vous disent que ces êtres sont restés sur Terre, ils sont pas repartis, et ils sont parmi nous. En faible quantité. Oui, quand on a un dossier comme ça, si c'est complètement farfelu, c'est pas crédible. S'il y a un contenu scientifique qui paraît un peu solide, alors à ce moment-là, examinons un petit peu ce que ça raconte. Alors ce que ça raconte, c'est une arrivée sur Terre en 50, et puis une pénétration du système social terrestre, migration en Espagne, avec un certain nombre de choses qui sont racontées aussi dans le bouquin de Martin Castello, des aspects anecdotiques, etc. Alors là-dedans, il y a à chaque fois des choses qui se présentent. Par exemple, je crois qu'on va passer cette cassette tout à l'heure avec cette voix. Oui. Bon, ça aussi, ça représente pas une preuve, par exemple. C'est pas des voix d'extraterrestres, c'est une cassette qu'on va communiquer en 75. Moi, je vous l'amène en 91, donc pour vous, elle date de 91. Il y a un côté juridique là-dedans. On va essayer d'écouter puisqu'on en parle justement. On peut raconter l'histoire en gros. Oui. Ce qui est donc prétendu, c'est qu'il y a un bonhomme qui rentre une nuit à Madrid à 2h du matin, et puis il fait ce qu'on appelle une rencontre du troisième type. Il trouve une soucoupe volante en panne sur le bord de la route, quoi. Et après il rejoint Madrid, et puis il raconte cette histoire-là à sa femme, et puis les journalistes s'en emparent, la presse en parle, et à ce moment-là, quelques jours après, il entend des gens qui lui téléphonent avec une voix un peu genre voix de canard. Bon, on va écouter cet enregistrement, puisque vous nous l'avez amené, donc voix de canard, mais enfin c'est de l'espagnol, hein. Oui, on va l'écouter. Renaud. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, on a bien compris qu'il s'agissait, monsieur, arrêtez la communication, on supplie, etc. Moi, quand j'ai eu cette cassette, je suis allé au labo de phonétique d'Aix-en-Provence et j'ai dit à mon ami Teston, fais-moi un phonogramme de ce truc-là pour voir. Donc, alors, le phonogramme, on abscisse le ton, on ordonne la fréquence. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est pas une voix humaine. Mais en 75, on avait déjà des vocodères. Mais si la cachette date vraiment de 68, comme l'a présenté l'espagnol, alors ça, c'est intéressant. Parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de voix synthétique. On ne savait pas faire des voix de synthèse comme ça. Donc, c'est tout. Je veux dire qu'il faut là-dedans. C'est troublant, obligatoirement. Oui, mais il faut avoir une rigueur un petit peu d'enquêteur. Hein. Le sujet des humites et de l'affaire Humeau étant particulièrement vaste et complexe, celui-ci fera l'objet d'une vidéo dédiée afin d'en explorer les différents aspects de manière plus approfondie. Enfin, nous terminerons cette vidéo sur l'une des races les plus connues mais aussi l'une des plus controversées, les reptiliens. Ces créatures sont décrites comme monstrueuses, tout en conservant une base humanoïde avec des bras, des jambes et des mains. Les descriptions proviennent de plusieurs types de récits. Certains proviennent de témoignages d'abduction étudiés à partir des années 1980 par les ufologues Bud Hopkins et David Jacobs. D'autres proviennent de récits rapportés par Credo Mutwa, un guérisseur traditionnel sud-africain connu pour ses récits issus de la tradition zoulou dans lesquels il évoque des êtres reptiliens appelés Chitori. Amount of knowledge of what's been going on and what is going on, which comes out symbolically through films and areas of communication like Hollywood. But the thing that I'm totally stunned the more I talk to you about this is because I've been all over the world having people give me descriptions of seeing reptilian type figures, particularly people in positions of power in the world, changing into a reptilian figure and coming back again. And what they describe seeing is exactly what the knowledge of ancient Africa talks about seeing. We're talking about the same people there, which is an astonishing confirmation. And the eyes is something that keeps coming up being described. Yes. Tell me about the eyes of the Chitauri. Say, a warrior Chitauri has got eyes like a snake. These eyes are yellowish with split pupils and they glow in darkness. So if a Chitauri, a warrior Chitauri, one of the lesser classes, is hiding in a cave, you can see its eyes burning. But a royal Chitauri has got 3 eyes. It's got the yellow eyes, which
glow in a strange, almost ice-like way, like jewels, like certain types of yellow jewel. And then they have got an eye in the center of their foreheads, an eye which doesn't close up down like a normal eye does, but which closes from side to side and which opens this way. Now this eye of the Chitauri is the eye that kills, because it can knock a man down just by the fire, the glare that comes out of it. La peau de ces créatures est l'élément le plus souvent mentionné. Celle-ci est décrite comme écailleuse avec une texture similaire à celle des reptiles. Certains parlent d'un aspect rugueux, d'autres d'une surface plus lisse mais segmentée. La couleur de leurs écailles varie selon les témoignages. Elle peut être verte, brune ou parfois grisâtre. Le visage est décrit comme allongé avec un nez peu visible, aplati et une bouche plus large que celle d'un humain, presque tirée vers l'arrière. Les yeux sont décrits comme étirés avec souvent des pupilles verticales rappelant ceux des reptiles. Les témoins évoquent aussi l'absence de pilosité sur l'ensemble du corps. Ce dernier est décrit comme robuste, massif et plus musclé que celui d'un humain, tout en gardant une structure humanoïde. Les mains comportent des doigts allongés, décrits comme se terminant par des griffes. Certaines fois, la présence d'une queue est mentionnée, mais cet élément ne revient pas de façon systématique dans les témoignages. Le comportement de ces créatures varie d'une source à l'autre. Dans certains témoignages d'abduction, ces entités sont décrites comme plus rares que les gris, mais aussi comme plus impressionnantes, voire plus intimidantes. Ils sont qualifiés aussi comme des êtres plutôt observants. Credo Mutwa, lui, décrit des êtres intelligents et organisés, capables d'interagir avec les humains, mais ces descriptions reposent uniquement sur son témoignage personnel et sur les traditions qu'il rapporte, et non pas sur des enquêtes menées auprès de plusieurs témoins indépendants. Dans les années 1990, David Icke a popularisé l'idée des reptiliens en les décrivant comme capables d'influencer ou de se dissimuler parmi les humains. Les informations concernant leur technologie en revanche sont quasi inexistantes. Contrairement aux gris, les récits ne permettent pas de se représenter un appareil identifiable ou une technologie spécifique qui leur serait attribuée. Les témoignages sont dispersés et ne se concentrent pas sur une seule zone précise du monde. Les récits d'abduction, dans lesquels apparaissent des formes reptiliennes, s'inscrivent principalement dans les cas étudiés aux États-Unis entre les années 1970 et 1990. Ces créatures ne seraient pas associées à un lieu d'habitation clairement défini. Elles apparaîtraient le plus souvent dans des environnements fermés ou difficiles à situer. Credo Mutwa les décrit plutôt comme liées à la Terre elle-même et associées à des zones reculées ou à des environnements souterrains. Enfin, une particularité importante distingue cette catégorie des autres. Certaines théories présentent ces entités comme d'origine extraterrestre, tandis que d'autres évoquent la possibilité d'une espèce terrestre encore inconnue qui serait cachée du regard de l'homme jusqu'à aujourd'hui. C'est une idée parfois avancée, notamment lorsque l'on rappelle que la Terre reste encore en partie inexplorée et que de nombreuses espèces n'ont pas encore été découvertes. Ce sujet étant vaste et controversé, il fera à l'avenir l'objet d'une vidéo dédiée. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle vidéo. Il existe encore bien entendu une multitude de témoignages divers rapportant l'existence de d'autres formes de vie extraterrestres tout aussi fascinantes les unes que les autres. Pas d'inquiétude, si cette vidéo vous a plu, je réaliserai d'autres vidéos similaires dans lesquelles je vous parlerai des autres races extraterrestres qu'on n'a pas abordées. Si vous aussi vous avez vécu des observations d'OVNI ou des rencontres extraterrestres, je vous invite à me raconter vos expériences par mail, car celle-ci pourrait, avec votre accord, faire l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle je partagerai vos témoignages en préservant bien entendu votre anonymat. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me soutenir également sur mes réseaux sociaux que je vous affiche juste ici. Aussi, je tiens à remercier infiniment toutes les personnes bienveillantes en commentaire qui m'ont apporté leur soutien et leurs conseils sur la vidéo précédente qui, pour rappel, était la réalisation de ma toute première enquête paranormale. Sachez en tout cas que vos commentaires m'ont vraiment motivé à m'investir durablement sur la chaîne et à partager mes passions avec vous. Sur ces belles paroles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.